En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio Du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associés, Lesvoix.fr et A2PRL. Et je voudrais aussi remercier Tobercast qui nous permet d'émettre en RNT. La RNT, c'est aussi l'un des sujets de l'actualité en ce moment de la radio, vous le savez, mais enfin la RNT, c'est un petit peu le sujet de l'actualité de la radio depuis des années. Nous allons parler des radios indépendantes avec Dominique et Jean-Éric qui nous ont rejoints sur le plateau. Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Dominique du CIRTI, Bonjour. Vous êtes vice. Alors, quel est votre titre exact au CIRTI? Parce que ça a un petit peu changé. Les vices, on en parlera plus tard. Parce que... Moi, je n'ai que des vertus, si je peux me permettre. Non, moi je suis membre du bureau du CIRTI, administrateur et trésorier. Voilà. D'accord, très bien. Vous êtes les bienvenus. On va parler des radios indépendantes. Alors, Jean-Éric, les radios indépendantes aujourd'hui, les Indés Radios, représente une force de frappe commerciale importante puisqu'il s'agit de la première audience de France, finalement, toutes ces radios fédérées ensemble. C'est une part de marché considérable. Comment se porte la radio indépendante en France aujourd'hui, selon vous? Je pense qu'elle se porte très très bien dans la mesure où on a connu quand même des années dans le passé compliquées où des radios indépendantes disparaissaient, étaient reprises par des groupes mais parfois coulaient tout simplement. Aujourd'hui, si on prend toutes les radios indépendantes, il y en a 150 en tout, il y en a 130 dans les Indés Radios. Elles ont toutes un bilan financier positif. Il y a 2 cas de radios qui ont connu des difficultés. Une, c'est Vitamine qui a carrément disparu. Mais en vérité, ce sont des difficultés internes. Ce ne sont pas des difficultés économiques extérieures. Ça, c'est très récent. Hein. Oui, c'est tout récent. Il y a quelques semaines, enfin quelques mois. Voilà. Et puis, il y a une autre radio qui s'appelle Beurre FM qui est dans un statut de redressement. Mais je pense que justement, ce statut de redressement les a aidés à solder des problèmes très anciens. Et parfois, dans le passé, dans des périodes de difficulté, les radios ont un peu engrangé un passif qui était difficile quand on est indépendant. Personne ne vient faire un chèque pour solder le passé. Donc voilà, ça a été pour eux, je crois, un bol d'oxygène. Et quand je les vois aujourd'hui, quand je parle avec eux, je sens que ça leur a permis vraiment de faire le ménage. Donc finalement, à part ces 2 cas de radio, j'en connais pas d'autres. Je peux passer à côté peut-être. Voilà, mais vraiment, on est dans une très bonne spirale. Je crois que notre problématique... c'est surtout de bien regarder l'avenir. Quelle sera l'attente quelle est d'ailleurs, on peut le dire au présent, l'attente de nos auditeurs face à tout le développement d'Internet, comment la radio va se positionner là-dedans. Alors je parlais de force de frappe commerciale tout à l'heure, mais c'est aussi une force de frappe en termes d'emploi, parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans les radios oui, il y a des Indés. Enfin, on estime à peu près à 2500 emplois directs, dont 500 journalistes. En effet, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de considérer en France. On oublie toujours les PME, en fait. On a l'impression que seuls les groupes comptent. C'est une erreur stratégique parce qu'en vérité, il y a plus d'emplois dans des PME que dans les groupes. Que les groupes ont tendance à faire plutôt de la productivité, donc à comprimer les effectifs. Et puis dans certains domaines d'activité, même si ce n'est pas le cas dans la radio, beaucoup de groupes se délocalisent finalement, fabriquent leur production tout à fait à l'étranger. Donc je pense qu'une vision moderne des choses, c'est d'abord de respecter les gens. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis c'est de considérer la réalité du tissu économique. Je crois que dans le domaine des radios indépendantes, on est très porteur d'emplois parce qu'on est dans tout le territoire national. On ne peut pas faire de grandes économies d'échelle en vérité. Et puis le développement de nos radios en FM, puisque c'est vraiment le présent, et en RNT, accroîtra ce développement. Le point de vue du CIRTI, justement, sur l'indépendance aujourd'hui, parce que le CIRTI, ce n'est pas que la radio, il faut quand même le préciser, c'est aussi les autres médias. Comment se porte le média indépendant en France aujourd'hui, selon vous ? Comme l'a dit Jean-Éric, il se porte bien économiquement. Donc c'est vrai, quand on a un modèle économique, c'est plus facile pour capter les mouvements de la société, capter aussi les grands changements, comme l'a dit Jean-Éric, dans l'audiovisuel. Je pense qu'on est très très bien positionné pour pouvoir affronter les défis du futur, à la fois parce qu'on répond en fait à la diversité des besoins et des demandes des auditeurs. S'il n'y avait pas les radios indépendantes en France, en fait, on aurait un paysage qui serait quasi identique à celui qu'on a connu avant 1981. C'est nous qui apportons cette diversité par nos formats,
On trouve toutes sortes de musique à travers les radios indépendantes et je pense que l'auditeur a un spectre extrêmement large. Oui. Et puis on trouve aussi le média de proximité, puisque nos 140 adhérents font par définition de l'information de proximité et donc sont très proches de leurs auditeurs dans chacun des territoires. Donc voilà, on a réussi petit à petit, peut-être après une première phase où il y avait un tel appel avec l'arrivée de la FM, avec la fin du monopole autour de la musique, où on a été beaucoup sur des formats musicaux. Aujourd'hui, on est capable à la fois d'avoir une offre musicale et puis aussi d'avoir une offre de contenu. Et de représenter des cultures, toutes les cultures de la société française. Donc je pense qu'on a réussi quelque chose, quand on regarde autour de nous en Europe, qui est quasi unique. Oui. Voilà, qui est quasi unique, il faut le dire. On a la chance en France d'avoir un paysage radio extrêmement diversifié, avec des radios qui ont un modèle économique grâce à cette formidable idée du regroupement des audiences. Ça, on l'oublie souvent, parce qu'on entend plein de gens dire toutes les radios font la même chose, etc. Pas du tout. En France, on a une diversité quand même extraordinaire, je trouve. Pas du tout. Moi, je peux vous parler de la radio que je porte depuis 15 ans, qui est Africa numéro 1, qui est une radio des cultures africaines. Quand vous regardez le paysage radio il y a 15 ans, sur le papier, il n'y a pas de place pour une radio commerciale africaine en France. Il n'y a pas de place. Il y a entre... Ça marchera jamais. Oui, ça marchera jamais, comme diraient nos concurrents. et voilà, il y a un public d'1 million de personnes au maximum d'origine africaine. Il n'y a pas forcément un dynamisme de la production musicale africaine. Il y a une méconnaissance des cultures. Donc, sur le papier, il n'y a pas de besoin. Et puis en fait, grâce d'abord au modèle économique que représente, je le dis vraiment, et en présence de Jean-Éric, qui est un des initiateurs, un des créateurs de ce groupement, de ce GIE, qui permet à toutes les radios d'être commercialisées par une régie publicitaire, et de lever quand même chaque année, il faut le dire, 85 millions d'euros en publicité nationale, ce qui est quand même considérable, et qui nous place dans le peloton de tête des chiffres d'affaires radio. Et ben c'est grâce à ça qu'on peut faire du contenu et développer des programmes thématiques. Comment arrive-t-on, Jean-Éric, à fédérer des acteurs de la radio qui n'ont pas tous la même vision, qui n'ont pas tous les mêmes préoccupations, qui n'ont pas tous évidemment le même programme par définition? Comment on arrive à mettre tout le monde d'accord? Je crois qu'il faut ignorer que c'est impossible. Ouais. Disons, si on doit dire les choses de manière un peu modeste, d'abord il y a une nécessité. On avait un peu d'annonceurs nationaux avec la publicité qu'on appelle multiville, donc ces annonceurs nationaux qui achètent quelques villes par-ci par-là sur des émetteurs de radio locales, mais c'est peut-être un petit 5 ou 10% du vrai marché. Et même sur ce marché-là, on commençait à être attaqué, puisque les radios nationales se constituant, finalement l'annonceur allait à la simplicité. Ouais. Donc il y avait une impérieuse nécessité à s'entendre, et on s'est entendu au début à 18, donc c'était relativement facile, on se connaissait bien. Je me rappelle que je connaissais par cœur le numéro de téléphone de chacun. Ouais. Bon, là j'avoue, à 130 j'en suis pas là. Ouais. Puis bon, les téléphones, les smartphones, ça aide pas la mémoire. Voilà. Après, il y a une dimension personnelle que nous avons apportée à quelques-uns. Peut-être le premier conseil d'administration, on était 4, qui a fait qu'on sait de quoi on parle quand on parle aux radios. Alors on peut ne pas être d'accord ensemble quand on sait de quoi on parle. Paradoxalement, on peut du coup absorber les contradictions, etc. Et puis, moi, je me suis un peu attaché à une chose aussi, c'était de rester fidèle à la logique de ce que ça voulait dire, en fait. Faire un groupement, ça voulait dire faire un groupement le plus large possible. C'était surtout pas faire de la discrimination en prenant pas celui-là, en prenant celui-là. C'était vraiment l'écueil à éviter. Et il y a eu une tentation au début, parce que les premières radios, quand elles ont vu de l'argent arriver, se sont dit on veut pas partager le gâteau. En fait, c'était pas du tout partager le gâteau, c'était agrandir le gâteau, et y compris leur part en vérité avec l'accroissement des radios. Parce que dans le quotidien, ces radios sont aussi des radios concurrentes. Oui, on est des concurrents, mais c'est comment dire, c'est un peu un paradoxe. Moi, j'essaye de faire ressentir une chose aux radios en étant un président. Je vais dire ça, je suis pas sûr d'être perçu comme ça, mais c'est ma volonté. Un président discret. Je ne vole pas les idées des autres. Donc, en fait, quand des radios contribuent au système et qu'elles travaillent sur des sujets,
je le revendique jamais à leur place. Voilà, il faut se mettre à la dimension d'une logique de collectivité avec des gens qui ont tous une très forte personnalité, parce que sinon on ne saurait pas faire des radios à l'échelle locale, on aurait abandonné, on ne saurait pas se battre. Donc j'ai plein de confrères, en fait on est un peu identiques les uns et les autres. Je fais un jeu de rôle, quoi. Et donc dans cette logique-là, c'est pas si compliqué de faire sentir que, en fait, en écartant tout propos démagogique, qui consisterait à dire on est tous des amis, on doit faire attention à pas frustrer la radio d'à côté dans la même ville, blablabla. Moi, je dis non, pas du tout, on est des concurrents. Et on est des concurrents acharnés et on doit gagner sur notre territoire, mais on va pas faire un procès à notre voisin. Si ça va pas, on va lui parler, si on peut lui parler. Parfois, on n'y arrive pas, mais souvent, on y arrive. Et finalement, c'est ne pas nier la logique de concurrence que nous devons assumer entre nous. Ça permet de pas être dans quelque chose d'irréaliste et de pas s'attendre à un monde idéal qui n'existera jamais. Donc, ne pas être déçu en permanence. On n'est pas déçu. On sait qu'on est des concurrents. Et qu'en étant concurrent, tout compte fait, on peut se parler. Et moi, dans ma zone de ma radio historique Vibration, j'ai quelques concurrents radio qui, au départ, d'ailleurs, étaient locaux, qui maintenant commencent à se développer sur une logique régionale, qui sont des concurrents terribles pour nous, qui ont mis en question notre audience sur Vibration, etc. Je pourrais leur faire la gueule, mais à chaque fois que je les vois, au contraire, je leur fais un grand sourire parce que je crois qu'ils nous stimulent et puis c'est la règle du jeu. Et puis voilà, on peut être des concurrents sans pour autant se battre entre nous. Voilà, c'est la concurrence stimule. Oui, mais pas d'entente. Hein, c'est un subtil chemin. C'est un peu comme pour le CSA, trouver le chemin de la régulation. La régulation, c'est ni la réglementation, ni le copinage, ni la jungle. C'est un chemin un peu médian. Et nous, les Indés, on a su développer un chemin médian où finalement on arrive à se mettre autour de la table, que ce soit au CIRTI, que ce soit aux Indés, pour parler ensemble alors qu'on est des concurrents. Parmi les dossiers qui secouent la radio depuis quelques années, de nombreuses années, il y a la RNT. Ça semble bouger depuis quelques mois. Un calendrier a été proposé par le CSA. Alors ma question c'est, est-ce que c'est trop tard ? Non, ça n'est pas trop tard, mais vous avez raison de poser cette question de façon un peu provocante, je pense, parce que vous ne le pensez pas en réalité. Non. Mais on peut se poser vous avez raison parce que c'est tard. En tout cas, ça on peut le constater. C'est vrai que on était prêt, comme vous le savez, on a eu des autorisations en 2008. Donc que s'est-il passé entre 2008 et 2016 ? C'était une question que nous posions d'ailleurs il y a quelques minutes au CSA qui nous faisait le plaisir de dialoguer avec les adhérents du CIRTI. Voilà, c'est tard, c'est certain que ça aurait été. On devrait être dans un paysage RNT mature aujourd'hui en 2016. C'est la logique. On a tout fait les uns et les autres depuis le DAB, le club DAB, il y a maintenant plus de 20 ans pour que ce soit le cas. Ça n'est pas le cas. On fait avec. Nous, on a des grands principes qui sont quasi philosophiques et sur lesquels on reste et on sait qu'on a raison là-dessus. C'est qu'il faut absolument que la radio reste un média gratuit. Or aujourd'hui, la radio sous IP, c'est-à-dire par Internet, n'offre pas toutes ces garanties. Et puis il faut que ce soit un média anonyme parce que c'est dans l'ADN de la radio que chacun puisse librement écouter la radio qu'il préfère sans être tracé par notamment des commerçants qui voudraient lui vendre quelque chose. On le voit, on en souffre tous sur Internet. Est-ce qu'il est bien raisonnable qu'un média qui est encore écouté par 75% de la population soit tracé tous les matins ? Vous voyez, quand vous êtes en train de vous brosser les dents, ça veut dire qu'on est en train de construire votre harcèlement de la journée. Donc ça c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. On a une technique qui nous permet d'avoir la qualité du son, qui nous permet d'avoir des extensions géographiques, parce qu'en fait, on dit toujours que le paysage radio en France est mature. Il est divers. Certes, il l'est, mais il y a quand même un certain nombre de zones sur le territoire sur lesquelles l'offre radio est encore réduite. Pourquoi est-ce que je suis amoureux des cultures latines ? Pourquoi j'ai pas accès à Latina quand je suis à Lille ou quand je suis à Strasbourg ou à Nantes ? Alors qu'en fait, aucune des radios ne porte la même programmation. Donc, est-ce que je suis condamné à n'écouter que les 15 radios ou 20 radios qui sont disponibles dans ma zone ? C'est un luxe de Parisien de dire que le paysage est abouti. Aujourd'hui, on a besoin d'extension géographique. On a besoin pour faire vivre nos entreprises, mais l'auditeur réclame une extension géographique pour avoir une offre, encore une fois, anonyme,
et gratuite, qui soit de qualité, qui soit riche. C'est pour ça on continue à y croire et on a raison d'y croire aujourd'hui parce que c'est ça y croire aussi enfin avec un calendrier qui va faire Vous dites enfin. Ben bien sûr, puisque en fait tout ça est très hypocrite, mais le fait que les grands opérateurs nationaux, comme vous le savez, étaient vent debout contre la concurrence, la perspective de la concurrence qui arrivait avec la RNT, comme ils l'ont été en 1981 avec la fin du monopole, de la même façon, avec les mêmes arguments, eh bien tout ça a créé le doute dans l'autorité de régulation qui elle-même a considéré qu'il était urgent d'attendre. Aujourd'hui, elle ne peut plus attendre. Donc elle a un calendrier qui nous est proposé. On va passer à 20% de la population française couverte dans les mois qui viennent. Et tout va changer, puisque en fait, les voitures vont être équipées. Oui, exactement. Jean-Éric Valli, pour certains opérateurs indépendants, on l'imagine, ça va être compliqué la double diffusion. Peut-être les coûts de cette double diffusion. Est-ce qu'on... Je crois pas. Non, parce que si vous êtes un tout petit opérateur et que vous faites une double diffusion sur votre zone historique, ça coûte pas cher la diffusion. Oui. C'est peut-être plus compliqué pour un opérateur de taille moyenne qui va vouloir se développer en multiville, c'est-à-dire couvrir toutes les grandes villes. Il faut vraiment qu'il gère bien son budget parce qu'il y a un passage à vide entre le moment où il va émettre et donc payer l'émission et le moment où des récepteurs vont générer une audience. Donc là, c'est une phase un peu délicate. Mais je crois que ça se joue pas sur ce plan-là. Il faut faire de la radio digitale aujourd'hui parce que l'auditeur de base s'accoutumera au son digital. Il ne reviendra pas en arrière. Pour moi, le son, c'est un truc qui est vraiment fondamental. C'est un piège parce qu'il n'y a pas une si grande différence qu'il y avait entre les grandes ondes et la FM. Donc on se dit, non, c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Définitivement, ce n'est pas pareil quand on est auditeur, comme je peux l'être moi dans ma voiture, c'est le vrai auditeur, au quotidien, je rentre, bouffe, j'appuie sur un bouton. La simplicité, toutes ces dimensions-là, c'est vraiment très stratégique. Il y a une chose, je veux rebondir ce qu'a dit Dominique sur, en partant de l'anonymat, du harcèlement, etc. C'est vrai que on le ressent que moyennement aujourd'hui parce qu'on n'est pas contraint à Internet. On peut se dire, je zappe Internet, je laisse de côté. Mais si tout passe par Internet, en tant que citoyen, on va être vraiment dans une très mauvaise situation de pression psychologique permanente et franchement... On peut imaginer qu'on peut tracer en fait un auditeur qui a entendu une pub et peut-être un produit. Il ne faut pas l'imaginer, c'est la réalité aujourd'hui sur Internet. Vous voyez bien que vous tapez je vais dire n'importe quoi, résidence secondaire au bord de la Loire et on a plein de pubs un mois, vous allez avoir des résidences secondaires. Moi, je fais de temps en temps des recherches pour, faire un petit voyage, passer un week-end, etc. Je regarde des hôtels, je sélectionne pas ces hôtels et je suis relancé ensuite par mail pour qu'on me demande pourquoi, vous avez regardé ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, c'est envahissant. On ne pourra pas, à mon avis, réguler Internet, mais la manière en fait de réguler les choses, c'est de proposer une alternative. Donc pour moi, c'est pratiquement c'est d'intérêt général et d'intérêt national de préserver une alternative, c'est important, gratuite, anonyme, qui n'est pas dans le harcèlement, c'est fondamental. C'est pour ça d'ailleurs dans un pays où on garde des services publics. Tout pour être commerçant, tout pour être marchand. À un moment donné, on va devenir fou si on fait ça. Donc c'est vraiment un truc très important. Sur le plan philosophique, je pense que c'est très très important. Et puis cette dimension, elle a un caractère technique aussi, c'est que si vous faites du broadcast, vous allumez un émetteur à un endroit, qu'il y ait une personne qui écoute, qu'il y ait 1 milliard de personnes qui écoutent, le broadcast va toujours marcher. Moi, je me souviens d'une image vraiment qui m'a troublé. J'aimerais que les pouvoirs publics parfois arrêtent de fermer les yeux, de faire pencher la balance auprès de ceux qui leur paraissent forts par couardise, à mon avis, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. C'est quand il y a eu les attentats contre Charlie, qu'il y a eu la grande manifestation, partout en France, des très grandes manifestations, et notamment à Paris, place de la Bastille. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris leur smartphone, puisque maintenant nous vivons avec. Oui. Ils ont allumé leur smartphone, ils ont dit, tiens, je vais regarder ce que dit Libé sur ce qui se passe en ce moment. Tiens, je vais écouter ce que dit Africa numéro 1 en ce moment. Et ils n'ont rien pu consulter, puisque tout était saturé, parce que les réseaux étaient saturés. Et bien entendu, on ne peut pas demander aux opérateurs de faire un super développement de réseau, parce qu'une fois par an, il va y avoir une concentration majeure. Ouais. Sauf que cette concentration majeure de demande, elle va intervenir le jour où il y a un grave problème. Ouais. Alors imaginons, moi je me souviens quand il y a eu des très grosses intempéries dans le sud-ouest de la France il y a quelques années, avec des inondations majeures, des coupures de courant, etc. On s'occupait de Sud Radio à l'époque. Et on a vu comment les gens rentraient en contact avec nous, ils rentraient en contact avec nous
Enfin, ils avaient l'information parce qu'ils avaient leur poste de radio à pile dans leur maison et que là, ils entendaient l'information qui peut être stratégique s'il faut tout d'un coup s'enfuir d'un endroit, partir, se rassembler à un endroit. Donc, il faut arrêter de délirer avec le tout informatique, le tout réseau informatique, etc. C'est pas possible. C'est vraiment très dangereux de faire ça. Donc là, on est dans une bonne voie, je pense, pour faire tout le monde. On a le droit à l'erreur. Les pendules sont peut-être en train de se mettre à l'heure. On va faire cette RNT. Je ne crois pas que ce soit trop tard parce que j'ai un peu l'impression que la vie est plus compliquée que ça, que plein de choses s'organisent de manière inattendue et que finalement il y a un peu une convergence de vues entre les acteurs que nous sommes, le CSA, les industriels, les expériences dans les autres pays. On sent que les choses vont vite et qu'en même temps il y a quand même des espaces pour aller de l'avant dans ce domaine de RNT. Par contre, il ne faut pas perdre de temps parce que la voiture connectée qui met en avant surtout la radio sur IP, ça c'est quelque chose de dangereux. Le renouvellement du parc automobile, c'est combien d'années en général je sais qu'on vend une dizaine de millions de postes de radio en France, dont les autoradios. À mon sens, les voitures vont être surtout là, il y aura un top départ du DAB cette année avec 20% de la population qui sera couverte. Donc les voitures, elles auront le DAB systématiquement. Je ne sais plus, les prévisions disent 80% dans quelques années, mais pour moi, c'est un phénomène assez automatique. En fait, je ne suis pas inquiet sur cet aspect-là. Oui, d'autant qu'il ne s'agit pas, pour les constructeurs, la plupart du temps, de rajouter la puce, mais de l'activer. De l'activer, bien sûr. Ouais. Bon, et écoute, on a fait un petit peu le tour du propriétaire. Toujours est-il que moi, je voudrais remercier nos amis de Towercast qui nous permettent de diffuser la radio que vous êtes en train d'écouter sur la RNT parisienne. Nous sommes sur la RNT depuis... Et ce qui est marrant, c'est que Towercast appartient au groupe Énergie qui ne veut pas pour l'instant faire de la RNT, mais je suis sûr que au fond de leur cœur, ils sont prêts là. Ils ont, à mon avis, ils ont pas loin la main, pas loin du bouton pour démarrer. La preuve, c'est qu'ils nous aident là. C'est un message subliminal là. J'ai bien compris. Merci Towercast. Merci beaucoup pour ce travail en tout cas qu'ils font. Merci beaucoup. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus nous en parler. À tout de suite pour un autre sujet, un autre débat. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro, la radio du Salon de la Radio 2016.